Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, séries, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité du jour. C'est une personne déterminée que je reçois aujourd'hui qui, à force de travail, a su faire de sa passion son métier. Il est passé du court au long métrage, le tout en passant par la case d'Avignon. C'est monsieur Yohan Dionné. Comment vas-tu, Yohan ? Ça va et toi ? Écoute, ça va très bien. On est des potes d'enfance, ça fait longtemps qu'on Bah, s'est pas vu, mon vieux. Alors bail, hein. Eh oui, ça fait plaisir de te voir ça ici. va, tes enfants et tout. Bah, ça va super bien, là, ils poussent, ouais. Écoute, Frat Pack est spécial, on est à Lyon dans le cadre du Festival international du court-métrage Filmoramax, c'est la 5e édition. Cette année, tu es invité pour parler un peu de ton métier de réalisateur. Là, l'expérience touche à sa fin, là, pour toi, c'est la fin de notre festival. Comment s'est passé ce festival pour toi ? C'était super, franchement, il est vraiment super ce festival. Ouais. C'est la 3e fois que je viens, la première fois j'étais venu pour présenter mon court-métrage. Tout à fait. Rodrigue. Et la 2e fois, c'était, je crois que c'était l'année dernière où j'avais fait le café des réals, tu vois, Ouais, il m'avait proposé de revenir. Et là, je suis venu pour faire une table ronde avec Julie Bonin, entre autres, ouais, tout à fait. et son co-auteur Dimitri. Et puis deux producteurs aussi, Jérôme et Audrey. Et c'était chambé, tu vois. C'était un truc sur du court au long, on a bien discuté, c'était vraiment très sympa. Puis au-delà de ça, on est très bien accueillis. L'hôtel est magnifique, la Villa Maya, c'est génial. On a plein de cadeaux, il y a des super soirées très sympas. Et puis, non, mais c'est franchement, il est fat. Je suis d'accord. En plus, il y avait le beau temps pour sublimer un peu tout ça. C'est vrai qu'en plus, il a fait beau. On était gâtés, effectivement. Dans Frat Pack, tu sais, Yohan, j'aime bien revenir un peu sur le parcours. On parle d'art, j'aime bien que les artistes nous parlent de ce qui les a influencés. Ouais. Généralement, je commence par la musique. On va faire un petit halte sur la musique. Qu'est-ce qu'on écoutait chez toi quand on était petit ? C'était quoi l'ambiance musicale à la maison ? Oui. C'est bon, ça. Alors, il y avait les CD de ma mère. Ouais. Enfin, les CD, pour les CD, c'était les vinyles. Les vinyles. Donc, il y avait les vinyles de ma mère. Donc, ma mère, qu'est-ce qu'elle écoutait ? Il y avait Michael Jackson. Il y avait... attends, comment ça s'appelle, ça ? Merde. Il y avait les... Attends, putain, j'ai un trou. J'espère que tu vas... C'est en direct ? Non, il n'y a pas de direct. T'inquiète pas, tout est coupé. Tu peux largement réfléchir. Génial. Non, tu sais, merde. Ah oui. Ah purée, oui. Enfin, je connais que ça. Je l'ai dans ma playlist en plus, mais le oui, truc. Mais oui. Bouge pas, il faut que j'aille parce que moi aussi ça me stressait maintenant, tu m'as mis dedans. Attends, bouge pas. Murray Head. Murray Head. Voilà, donc on écoutait Murray Head, elle adorait aussi Julien Clerc et Patrick Bruel. Voilà, plus facile à trouver ces noms-là. Ils sont plus faciles à trouver. Murray Head, il y avait aussi les Doors, je crois. Ouais. Et il y avait aussi, je crois qu'elle... Alors elle a adoré, je crois qu'elle a saigné l'album, donc du coup nous aussi. Tu sais, l'album de la comédie musicale de Palma là, qui s'appelle Phantom of Paradise. Ah oui, ok. Je crois que c'est De Palma. Ouais, je crois que c'est ça. Moi aussi, je crois que c'est ça. Voilà, essentiellement. Et puis aussi, on écoutait beaucoup. Alors, ça n'a rien à voir avec de la musique, mais bon, c'est parce que ça fait partie des vinyles. Coluche aussi. Okay. Beaucoup Coluche à la maison, tout le temps Coluche. Ok. Quand j'étais petit, voilà. Ça va, c'est de bonnes influences. C'était assez varié, j'ai l'impression. Comment ? C'était assez varié. Ouais, c'est assez varié. Ouais, elle aime aussi beaucoup la comédie, la variété française. Okay. Donc je te dis, il y avait du Cabrel aussi. Voilà, il y avait ce genre de choses. Est-ce que tu te souviens, toi, d'une claque que tu t'es prise musicale à l'adolescence, tu vois, quand tu fais tes propres choix ? C'était quoi ? Ouais, bien sûr. Il y a eu plusieurs claques. Il y a eu au collège, il y a eu Radiohead en fait. Ouais. Et Radiohead, c'était parce que ça allait avec les hormones du moment aussi, tu vois, je pense. Donc on aimait bien écouter Radiohead quand on était amoureux. Ok, oui. On disait je suis amoureux, je suis tellement triste, elle veut pas de moi, donc hop, un petit Radiohead. Il y a eu le rap évidemment. Ouais. Parce que je sais pas pourquoi, il y a eu IAM, il y a eu NTM, il y a eu MC Solar, il y a eu Alliance Ethnique. Ouais, bien sûr. Où d'un seul coup, c'était une musique qui m'impressionnait en fait, surtout.
Parce que les rappeurs, ils me faisaient un peu peur. Moi, quand j'étais adolescent, Joey Starr, il me faisait peur. Et je crois que c'est ça qui me fascinait. Et puis, je sais pas, j'adorais le son, quoi. Tu vois, le son, ce que ça racontait aussi. J'avais l'impression d'être à la fois... j'ai l'impression que je comprenais, en même temps j'étais assez éloigné parce que moi j'habitais dans un village à la campagne qui était à 10 bornes de Meaux. Et moi mes potes qui habitaient à Meaux, qui habitaient dans les cités, donc moi j'allais les voir et tout. Et effectivement c'était pas trop la même ambiance. Donc je comprenais un peu plus la misère sociale entre guillemets. Moi j'ai vécu dans une autre... Alors j'ai pas vécu dans une misère sociale, faut pas exagérer, mais moi c'était plus la campagne, donc c'était plus tranquille quand même. Donc je crois que l'album d'NTM, à l'époque, j'étais le seul à graver les DVD, donc j'ai gravé le DVD pour tout le lycée, tu vois. On est ensemble. J'étais ce gars-là aussi. Je me suis fait un peu d'argent. Je me suis fait un peu d'argent. Donc ça a été une belle claque aussi, une belle claque musicale. Ensuite, il y a eu, tu vois, les albums qui ont vachement compté. Bien sûr. Il y a eu Daft Punk aussi à un moment, parce que quand j'ai eu le permis et que j'ai commencé à sortir. La house music, à un moment donné, j'étais très dans la house music. Parce que j'adorais aller clubber, j'adorais danser les week-ends et tout, j'adorais ça. Et du coup, j'écoutais ça aussi pour me mettre dans l'ambiance. Donc il y a eu ça. Qu'est-ce qu'il y a eu comme album ? Il y a eu Moby aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu la grosse époque Moby. Il y a Moby. Là, en fait, c'est surtout les albums du collège et du lycée. Oui, c'est ça. C'est celle avec lequel tu grandis. C'est ça. Donc je me suis construit vachement. Donc il y a du Radiohead. Donc après, il y a tout. Il y a eu Radiohead, mais plus aussi. Il y a eu The Verve aussi un petit peu. Il y a eu un peu aussi Oasis, mais moi j'étais moins fan d'Oasis que certains. Moi c'était vraiment moi j'adorais Radiohead. C'était ça ton... c'était un peu ça mon truc. Et Radiohead et NTM, si je devais vraiment prendre c'était les deux trucs, vraiment il y avait ça. Et puis après plein de choses qui gravitent, mais après en claque musicale, je sais qu'il y a des albums qui, tu sais quoi, ça va revenir. Mais c'est bien, tu nous as donné plein de références là, c'est bien. Joey Starr, tu l'as rencontré d'ailleurs avec le temps ou pas ? Je l'ai rencontré une fois. Il est allé voir Barbara Schulz au théâtre. Il se trouve que je connais bien Barbara Schulz parce que j'ai joué dans son film, on s'est croisés ensemble sur une série de Jérémy Minuit qui était une série TF1. Et on s'est éclaté. Et du coup, je vais la voir au théâtre parce que en plus elle jouait. Moi, je jouais à 19h Intramuros de Michalik et elle jouait le Shakespeare juste derrière, donc on se voyait tous les jours en plus. Et je vais la voir un soir, et un soir elle me dit il y a Didier. Je dis ok, et je au début que Didier, tu vois. Et après je comprends. Et du coup, j'ai pas osé lui parler jusqu'à la fin. Quand il est parti, je me suis levé, je lui ai serré la main, j'ai dit bonjour Johan, il m'a dit salut. Et j'étais un peu impressionné. Et j'étais comme ça, je savais pas trop quoi lui dire. Et c'est normal, d'un seul coup, tu veux être son pote alors que lui, il s'en fout. Puis ça, tu sens que c'est un animal, quoi. T'es redevenu le petit Johan de 15 ans qui l'écoutait ou ça va ? Ça va, j'ai pas fait trop la groupie, mais j'étais juste, je sais pas, il y avait un petit sourire de satisfaction personnelle d'avoir serré la main à ce mec-là. Je comprends. Alors qu'en vrai, je le connais pas, tu vois. Je le connais pas, intimité, ça se trouve, je m'entendrais pas du tout avec lui, j'en sais rien, tu vois. Mais tu vois, c'est vrai que, il y a eu NTM. C'est vrai que quand je suis allé les voir en concert, c'était parce que moi, quand j'étais ado, j'étais triste parce que je me suis dit, putain, au moment où j'avais envie d'aller en concert, ils étaient plus, c'était fini, tu vois. Et quand ils ont annoncé qu'ils allaient revenir, j'y suis allé. Et là, ça a été une expérience incroyable. C'est vrai. J'étais comme un fou, quoi. L'avenir t'a donné une chance de pouvoir les voir sur scène. C'était fou. Et ça occupe quelle place la musique aujourd'hui dans ta vie ? Est-ce que tu en écoutes encore beaucoup ? Est-ce que peut-être tu travailles des fois en musique ? Ça t'arrive ou pas forcément ? Énormément. En fait, souvent, lorsque j'écoute des nouveaux sons ou même des anciens, parfois j'ai des images qui me viennent en tête, des sensations, des émotions. Et souvent, je les note et je me dis, et je me fais une playlist en fait. Par exemple, pour Avignon, j'ai fait une playlist du film. D'accord, ok. J'ai fait une playlist en me disant, ce moment-là, ça me fait penser à ça. Alors même si il y en a qui sont pas du tout dans le film, mais j'avais des références. J'avais Nada Surf par exemple. Moi, je voulais que le film ouvre sur Nada Surf populaire. En plus, je trouvais qu'un peu populaire par rapport à ce que je voulais raconter, ça avait un certain sens. Puis j'adore l'intro de cette musique. Donc j'ai imaginé plein de choses sur des intros de musique. Moi, j'adore ça. Donc j'en écoute beaucoup. Ouais. Ça peut t'aider à construire certaines scènes, à construire certains... Ça peut m'aider à sentir le pouls de la scène, en fait. Imaginer le frisson que ça pourrait me faire.
Parce que parfois, effectivement, en écoutant cette musique-là, j'imagine quelqu'un qui court, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui dit quelque chose et tout. Et d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, ça me fait quelque chose. Moi, je suis très sensible à ça. Parfois, je peux regarder un film et d'un seul coup, il y a juste un mot, un moment. Ça peut être, et souvent accompagné d'une musique ou non, et d'un seul coup j'ai un frisson, et je trouve ça incroyable. Et je peux justement regarder le film en boucle juste pour ce moment-là, quoi. Et je pense qu'il y a un peu ça aussi avec la musique, où parfois je peux écouter une musique en boucle juste parce qu'il y a un moment qui me fait frissonner, tu vois. Qui t'a parlé, qui t'a touché. Donc la musique est assez importante, ouais. Ok, très bien. On va revenir un petit peu au petit Johan. Quand tu étais petit, je sais pas, 5, 6, 7 ans, est-ce qu'il y avait un métier de rêve ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais faire ? C'était directement ça ? C'était acteur. C'était ça directement. Ouais, depuis que je suis gamin. Et d'ailleurs, ma mère me disait que quand j'étais petit, je voulais être star du cinéma. Du cinéma, elle disait, tu disais, je voulais être star du cinéma. Alors je ne savais même pas ce que ça voulait dire, tu vois. Mais oui, parce que depuis petit, je suis fasciné par les films. Ouais, c'est ça depuis. Qu'est-ce qui t'a, tu sais ce qui t'a, c'est quoi, c'est ton environnement familial qui t'a plongé là-dedans ? D'où ça vient, tu sais ? Je crois que déjà il y avait une télé à la maison, donc on regardait beaucoup la télé aussi. Moi, je suis un enfant de la télé vraiment. Ça a été un babysitter pendant longtemps, la télé, mais en fait de la bonne manière, parce qu'on a tout regardé avec mes parents. Et en fait, je crois que j'aimais bien ce rendez-vous du soir où avec mon père, ma mère, parce qu'ils bossaient, qu'ils étaient crevés, qu'ils n'avaient pas envie de se prendre la tête, on regardait le Big Deal tous ensemble, ou le téléphone sonne toujours 2 fois, c'est une émission avec Vincent Lagaffe, je me souviens de ça. Avec ma soeur, on regardait Beverly Hills, Hélène et les garçons, évidemment, tout ce qui était AB Productions, on les a tous saignés, tu vois. Et puis il y avait le film du dimanche soir, tu vois, ou le film du mardi soir, quand tu n'avais pas cours le mercredi, ça arrivait. Et c'était des petits rendez-vous, tu vois, et puis des cassettes, quoi. Moi, je saignais les cassettes de mes parents. Et les week-ends aussi, je me souviens que mes parents, ils faisaient beaucoup, ils voyaient beaucoup. Ils avaient plein de copains, donc les week-ends on allait toujours chez les uns, chez les autres. Et en fait, ce que je faisais, c'est que la première partie, je jouais avec les enfants, tout ça. Et la deuxième partie de la soirée, si jamais ils avaient un coin salon, surtout il y en avait où ils avaient, je me souviens parce qu'on allait souvent chez eux, et ils avaient un coin salon, salon télé, avec des cassettes. Bonne installation. Et là, en fait, comme les enfants étaient plus vieux que moi, donc ils me montraient des films. Et c'est là que j'ai découvert, je sais pas, des Indiana Jones, des trucs comme ça, tu vois. D'accord. Parce qu'en fait, à la maison, mes parents, ils allaient beaucoup au cinéma quand ils étaient jeunes, mais ils étaient cinéphiles, mais ils m'ont pas imposé de regarder des films. Tu vois. D'accord, ok. Et à un moment, moi, c'est parce que telle personne m'a parlé de tel film que j'ai eu envie de le regarder. Donc, quand j'étais petit, j'avais déjà cette fascination en fait pour le cinéma, même si j'ai pas vu tout de suite des grands classiques en fait. Moi, c'était les films que proposait la télévision en fait. Tu vois, donc j'ai une culture assez populaire au final. Ouais, mais après, de toute façon, il n'y a pas de bonne manière de rentrer dans le cinéma. Je pense que chacun a sa manière de rentrer. Je pense aussi, ouais. Tu vois, et tu te fais ta culture, et justement, c'est comme ça. Je pense que c'est en absorbant beaucoup de choses que tu as envie de découvrir autre chose aussi. Oui, je crois. Et puis, je crois que la curiosité, elle vient parce que tu es passionné aussi. Et puis je pense que la curiosité, c'est marrant parce que la curiosité, je pense que c'est comme la mémoire, c'est comme beaucoup de choses, je pense que c'est un muscle. Et je pense que c'est difficile au début d'être curieux quand tu n'as pas l'habitude, mais je pense qu'à force d'être curieux, plus tu es curieux, plus tu le deviens. Je suis d'accord avec toi. Et je crois que c'est très très important en fait, la curiosité. Et je trouve que ça se perd un peu. Avec tout ce qui arrive aujourd'hui de facilité, j'ai l'impression que tout nous tombe un peu comme ça sous le nez. On fait moins de recherches, j'ai l'impression. On fait peut-être moins de recherches. Ça arrive vite. On fait peut-être moins de recherches. C'est vrai que maintenant, je perds plus de temps en fait à chercher ce que j'ai envie de regarder que la durée du film au final. Ouais, bien sûr. C'est clair. Mais ça, c'est parce que peut-être que trop de choix, tu le choix à un moment. Mais bon, après, il faut faire. Oui, c'est vrai qu'il faut faire attention. Mais bon, je dis ça, mais bon, est-ce que remarque, moi, quand j'étais gamin. J'allais au Vidéo Futur, donc je prenais la voiture. J'allais au Vidéo Futur pour aller louer un DVD, tu vois. Donc, mais je savais pourquoi j'y allais, tu vois. Ouais, mais je sais plus avec qui j'en parlais, mais je disais que justement aujourd'hui on regarde moins les films. À notre époque, on regardait souvent les mêmes films, tu sais, en boucle. Bien sûr. On les connaissait par cœur. Maintenant, on n'a plus trop le temps parce qu'on se dit mais attends, j'ai pas vu ça, tu vois. Et donc on fait l'impasse pour re-regarder un film, tu vois. Moi, mec, dès qu'il y a un film que je connais, je le regarde en fait. C'est souvent ça en fait. C'est vrai que j'ai plus tendance à regarder des films que j'ai déjà vus. T'es dans ce truc-là. Tu peux regarder. Je suis un peu dans ce truc-là. Il y a des films, genre chaque année, je les regarde, tu vois. Ok, t'as tes petits classiques que t'aimes bien. J'ai mes petits classiques. Après, il y a des films que en fait, et c'est très con, mais c'est parfois j'ai tellement peur de. Je sais pas si c'est de la peur d'être déçu ou je pense que c'est aussi, comme tu dis,
c'est là où il faut qu'on soit plus curieux. C'est que parfois, en fait, j'ai pas la curiosité, alors qu'à chaque fois, parfois, je me fais avoir en plus. Il y a des films que je me dis, allez-y, je vais le regarder. Et en fait, à la fin, je me dis, mais comment j'ai fait pour pas le voir avant, je comprends. Oui, donc, je pense qu'il faut se forcer, en fait. Il faut se forcer, il faut se forcer un peu, je pense. Je suis d'accord. Du coup, tu me dis que depuis tout petit, cinéma, et finalement, tu vas pas faire tout de suite du cinéma. Oh non. IUT, service et réseau de com, si je dis pas de bêtises. C'est ça, SRC, ouais. Service réseau de communication. C'est ça. Il y avait un plan, parce qu'après, je crois qu'à un moment donné, tu as eu un CDI et tu as dit non, c'est bon, j'arrête là. Je dis, mais pas, je ne sais pas. Tu t'es renseigné, c'est bien. Ouais, c'est ça. En fait, au début, comme je disais, lors d'une autre interview, quand je suis au collège, on me dit, bon, bah voilà, moi je vais être comédien et tout. Mes parents, mon père était prof de sport, ma mère, c'était l'informaticienne du village. Ils connaissaient pas trop le milieu du cinéma, du théâtre. Et ils m'ont juste dit, tu sais, je crois que c'est dur, je crois qu'il y a beaucoup de chômeurs. Et moi, quand j'étais petit, chômeur, ça me faisait un peu peur. Et ils m'ont dit, fais des études, on verra plus tard, tu vois. Donc moi, je passe le collège comme tout le monde, tu vois, le lycée, normal. Et à la fin du lycée, moi-même, je me suis dit, je vais pas à 19 ans aller à Paris et faire l'acteur, tu vois. Je me suis dit, non, on fait des études, on verra plus tard. Parce que j'avais un peu peur aussi, je pense. Je crois que j'étais pas prêt. Et du coup, je fais 2 ans d'IUT. Et en fait, l'idée, c'était, je fais 2 ans d'IUT, je fais 1 an à l'étranger. Comme ça, quand je reviens, en plus, je suis bilingue. Et finalement, je fais les 2 ans à l'IUT et j'ai la possibilité d'intégrer une école d'ingénieur. Et d'un seul coup, le fait d'être... J'étais sur liste d'attente en fait, et le fait d'avoir été pris... En plus, l'IUT, mec, j'ai failli me faire virer un nombre incalculable de fois. Ah oui, c'est vrai. Je foutais un bordel. Mais vraiment, quand j'y repense, c'était... Ouais, c'était dur. Mais bon, je m'éclatais, je sais pas pourquoi. J'étais un fou, quoi. De 19 ans à 20 ans, j'avais qu'une envie, c'était foutre le bordel. Ok. Donc, bref, tout ça pour dire que j'arrive quand même à intégrer l'école d'ingénieur, donc il y avait une petite fierté. Ouais. Et puis mes parents, ils me disent, allez-y, fais-les, c'est 3 ans. Puis à l'époque, tu vois, j'ai jamais redoublé. Donc je me dis, bon, allez, je fais l'école d'ingé, je sors de là, j'ai 23 ans, ça va, c'est pas mort, tu vois. Et l'idée, c'était de me dire que la dernière année, je la ferai à l'étranger. Finalement, bon, pour plein de raisons, je la fais pas. Et du coup, voilà, je sors de l'école d'ingé et là, je me dis, bon, ça y est, maintenant, je vais faire acteur, quoi. Et mes parents, au début, me disent, mais t'es sûr? Je fais, bon, écoutez, là, franchement, j'ai joué le jeu, c'est cool. Ouais. Et c'est marrant, et c'est là où, à partir du moment où je me suis dit, je vais être acteur, on m'a déjà fait comprendre que j'étais déjà vieux, en fait. Et ça m'a foutu les boules. Ah oui, ok, d'accord. Parce qu'à l'époque, moi, je voulais faire le conservatoire, tu vois. Oui, ok. Et donc, je commence à... Alors, après, j'ai gagné de l'argent. Donc, je suis parti faire une saison au ski en tant que serveur et tout, pour mettre de l'argent de côté pendant 6 mois. Et puis après, j'ai fait plein de petits boulots pour mettre de l'argent de côté, pour payer mes cours. Parce que je ne voulais pas que mes parents ils payent les choses, tu vois. C'était mon projet, c'était mon truc. Donc, je me suis dit, allez, je le fais tout seul et tout. Et en fait, je commence à vouloir regarder un petit peu, tu vois, le conservatoire et tout. La moyenne d'âge, c'était 23 ans. Et à l'époque, j'avais déjà 24 ans, quoi. Ok. Ouais, j'ai fait... déjà... ok, d'accord. Et du coup, je l'ai quand même préparé, en me disant que j'allais réussir à feinter le truc, aller avoir une dérogation et tout. Donc, je l'ai bossé à fond, comme si j'allais le passer. Puis après, je ne l'ai jamais passé, parce qu'ils m'ont dit, non, gars, c'est fini. Ouais, c'est déjà trop tard. Donc, en fait, ça m'avait déjà foutu une pression. Puis quand j'ai commencé vraiment après à trouver le bon cours, je crois que j'avais 25 ans. Et à 25 ans, j'étais avec des gens qui en avaient 19 ou 20. Et c'est con, mais en fait, il y avait en plus un petit décalage de 5-6 ans. À cet âge-là, en fait, je le ressentais un petit peu parce que moi, par exemple, je bossais le matin à 5h du matin pour pouvoir me payer les cours. Oui. Et j'arrivais devant des gens qui faisaient rien, qui ne travaillaient pas en plus. Et je me disais, mais pourquoi ils sont... il y avait un petit décalage du truc. Je comprends. Bref. Donc des études avant. Donc à l'école d'ingé. J'ai fait un DEA aussi, un Master 2 en parallèle la dernière année. Alors je rassure, c'est parce que quand tu faisais le Master 2, il y avait des cours. Il y avait, tu pouvais pas faire la totalité du cursus, donc il y avait des cours d'école d'ingé qui sautaient pour que je puisse faire l'autre truc, et ça m'arrangeait au niveau des horaires. c'était le bon plan. Ouais, c'était le bon plan. Après, il fallait quand même bosser dans les deux trucs, tu vois, mais non, c'était en fait un bon plan. Et donc, tu arrêtes tout ça. Ça me fait penser à Léa Landau, que j'ai reçue hier, pareil, qui me disait qu'il y a un peu le même parcours, qui faisait du droit. Et au moment donné, elle pouvait signer, elle avait eu la route tracée, elle a dit non, j'arrête. Et elle s'est mise dans son... C'est vrai que c'est ça, quand j'ai fait la fin du stage. En fait, le stage, c'est très bien passé, c'était super, mais je fais 6 mois de stage. Et déjà, au bout d'un mois et demi, le premier mois, j'ai kiffé, j'apprenais plein de trucs, tu vois. Et au bout du deuxième mois, j'ai compris qu'en fait, j'allais faire ça un peu tout le temps. Ouais. J'ai fait, ah non, oulala. Oui, c'est bien moi, mais c'est tout. Ah, mais je peux pas. Je sentais que c'était pas pour moi, quoi.
Et donc, tu arrêtes et tu te mets à faire du théâtre. Ouais. Tu fais du théâtre. En parallèle du théâtre, tu fais des courts-métrages aussi avec tes potes. Ouais, exactement. C'est ça. Comment te vient l'idée de se dire je vais faire des courts-métrages? C'est que de l'amusement au début ou tu t'envisages de professionnaliser le truc déjà? Ah non, en fait, il y a un plan. Ouais. Il y a un plan. C'est grâce à l'école d'ingénieur en fait. Je me suis dit, voilà, moi, à l'école d'ingénieur, on nous a appris, ce que les gens nous disent en fait, ils me disent, on va vous apprendre à réfléchir vite, on va vous apprendre à prioriser les choses, à vous organiser. Parce qu'à l'école d'ingé, le programme, il est volontairement trop gros. D'accord. Et ils disent, vous êtes obligé de faire des impasses. Mais à vous de choisir les impasses. Soyez intelligents. Des choix. Parce que, franchement, nous, on travaillait, mais je n'ai jamais autant bossé de ma vie Okay. à l'école d'ingé. Mais en fait, il me disait, oui, mais je dis, mais il y a des trucs, on n'a pas le temps. Il m'a dit, démerdez-vous, en fait. Okay. Donc, il me dit, on va vous apprendre à réfléchir et tout, à vous organiser. Donc, je me suis dit, ok, donc moi, mon parcours, c'est ça. Est-ce que c'est possible de l'intégrer dans le métier d'acteur? Donc moi, j'avais peut-être pas le truc artistique, mais j'avais tout le reste je vais voir ça comme un métier. La gamberge, tout ça, ouais. Donc je vais essayer de faire un plan sur plusieurs années et tout. Donc, du coup, je me suis dit, la première chose à faire, c'est apprendre ce métier. Apprendre ce métier, je pense qu'il faut que ça se fasse au théâtre. Et je me suis dit, au théâtre, le mieux, c'est de tout faire et de tout essayer. Et on va commencer par le plus dur et le plus ingrat, je pense, mais le plus formateur. C'est les spectacles pour enfants, les théâtres classiques, aller jouer devant les lycées. Parce que si tu arrives à faire ça et à tenir tête à un public qui est le public à la fois le plus dur et en même temps le plus satisfaisant quand tu arrives à les choper, ça va te détendre. Ça sera plus facile après, ok. Ce sera plus facile. Bon, enfin, j'ai pas choisi la facilité. Okay. Et donc voilà, et je me suis dit, en parallèle, il faut trouver un agent, mais pour trouver un agent, il faut des images. Et si t'as pas d'image, tu peux pas avoir d'agent. Donc j'ai commencé j'ai créé une fausse bande démo avec des faux extraits de courts-métrages qui n'existaient pas. Ok, d'accord. J'ai demandé un jour à un chef-op que j'avais rencontré pendant un stage, viens, tu me filmes une demi-journée, on se balade dans la rue, on fait un faux documentaire ou des faux trucs, enfin, bref. Et j'ai eu un agent et après, j'ai répondu à des annonces sur cinéaste.org. Ok. Comme quoi cinéaste.org, oui. Ça marche. Et voilà, j'ai répondu à tout ce que je pouvais répondre pour rencontrer des jeunes réals qui cherchaient des gars pour faire des courts-métrages étudiants et tout. Et j'en ai fait plein. C'est comme ça que tu as construit un peu ton réseau. C'est comme ça que j'ai rencontré, Clément Gonzalez, à qui je dois mes premiers cours, tu vois, là, qui prépare son long métrage là en ce moment. Okay. Tu vois, je crois qu'il cherche des prods encore. Donc avec qui j'espère un jour retravailler. C'est là où j'ai rencontré Marc Steff aussi, qui a été le chef-op de Jojo Rodrigue, tu vois, entre autres. Et avec qui j'espère retravailler sur d'autres projets. Voilà, tu vois, c'est là où on a créé un petit collectif, avec qui on a commencé à écrire des courts-métrages ensemble, tu vois. C'est là où j'ai rencontré aussi des actrices et des acteurs avec qui je continue de bosser. Voilà, et puis on a commencé à écrire en parallèle de mon métier d'acteur de théâtre, tu vois. Ok. Tu as réussi à mener les deux de front et d'avancer sur les deux, continuer à apprendre, te perfectionner. Oui, exactement. Et avancer à parce côté. que moi, le plan, c'était acteur de cinéma, j'adore ça. C'est mon désir d'enfant, tu vois. Parce que le théâtre, j'y allais très peu, mais j'ai découvert le théâtre après. J'ai découvert le théâtre, j'ai découvert le classique. D'ailleurs, le film parle de ça. En fait, c'est un peu un mec qui se rend compte à quel point, en fait, le théâtre classique, par exemple, est quelque chose d'incroyable aussi, tu vois. Il y a des textes. Je sais que moi, ça m'a permis d'acquérir, on va dire, une maturité aussi dans le jeu et puis même dans la perception de certaines choses. Et je me suis dit, mais si j'arrive à faire tu vois, je sais pas, par exemple, tu vois, je prends l'exemple de Benjamin Laverne, que je trouve que c'est un acteur exceptionnel. Et je suis très admiratif en fait de son parcours et de là où il en est en ce moment, parce qu'il fait des films, il a des super rôles au cinéma et on lui propose des super rôles au théâtre. Et je me dis, mais c'est génial, si j'arrive à faire ce genre de parcours aussi, je serais extrêmement heureux et très fier. Parce que je me dis, tu vois, j'ai réussi à me faire une place dans le milieu du théâtre, tu vois, même si encore pour le moment, il y a beaucoup de choses à faire. Tu vois, je fais beaucoup de reprises. Pendant 10 ans, j'ai fait des reprises de rôles, donc c'est génial. Maintenant, j'ai hâte qu'on me propose, tu vois, des créations et tout. Bien donc, sûr. tu vois. Et à côté, au cinéma, je commence à faire des seconds rôles aussi. J'ai hâte qu'on me propose aussi un premier rôle. Enfin, j'ai hâte que les choses continuent dans ce sens-là. Concrétiser encore plus les deux côtés. Mais je crois que j'ai pas envie peut-être que je vais en lâcher un pendant un temps. Là, tu vois, là, ça fait 2 ans que je fais plus trop de théâtre. Parce qu'il y a eu le film. Il y a eu plein de choses, tu vois. Donc là, pour le moment, je vais essayer de faire le petit parcours image, mais tout en me disant, voilà, peut-être qu'un jour, en fait, on va me proposer une
super créa en Oui, fait, au t'oublies théâtre. Et pendant un an, je vais faire que du théâtre. En fait, l'idée, ce serait d'arriver à faire ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Je fais un peu de théâtre, un peu de ciné. Allier les théâtre, deux. un peu de ciné, Il y a beaucoup de gens qui arrivent, enfin les gens comme, je pense à des François Berléand qui ont fait beaucoup de théâtre aussi, des grosses François pièces, Berléand qui font aussi, du cinéma voilà. aussi, qui sont imposés dans les deux. Ouais, c'est super. Je trouve ça extrêmement. En plus, au théâtre, je veux dire, il y a le rapport au public aussi. Ouais, Donc bien sûr. tu le rencontres, ton public, Bien sûr. c'est super, quoi. Ouais, carrément. Du coup, on parle de cours, parlons de Jojo Rodrigue, justement, tu t'en parlais, qui a donné ensuite lieu à Avignon, ton premier long métrage qui est sorti, c'était en juin, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. En juin, que j'ai pas eu l'occasion de voir. Pourquoi? J'ai la meilleure des raisons. Mon deuxième fils est né la semaine où ton film est sorti. Raison de merde. Voilà, raison éclatée. J'ai Non, pu pas du tout. Félicitations. Donc merci. Mais du coup, et donc oui, donc apparemment, de ce que j'avais lu, je t'avais entendu parler d'Avignon, que tu voulais directement le faire en long, mais tu as plus peut-être fait d'abord le cours pour essayer un peu de convaincre les gens de prendre la température. Et ouais, c'est ça. C'était une histoire de prendre la température, c'est prendre des risques maîtrisés, encore une fois. Ouais. Disons que j'en avais parlé. Alors attention, hein, c'est des producteurs en plus avec qui je m'entends très très bien, avec qui je pense qu'un jour je travaillerai. C'est des gens avec que j'avais déjà rencontrés, soit à l'Alpe d'Huez d'ailleurs, ou soit parce que j'avais joué dans des films. Et je les ai rencontrés en disant, voilà, moi j'ai des idées, peut-être de faire des longs métrages et tout. Et notamment, j'avais cette idée-là. Je dis, voilà, un film qui se passerait pendant le Festival d'Avignon. Je raconte un peu le pitch et tout. Et c'est vrai qu'ils me disaient, il y en a deux qui me disent, waouh, c'est peut-être un peu, ça risque de faire un peu boutique. Ok. Voilà, ça va peut-être intéresser que les gens du métier. Je disais, non, pas du tout. Je veux dire, c'est juste une arène. Je pense que ça parle d'un sujet très universel, très simple. Bien sûr. Et puis, du coup, je me suis dit, déjà, je vais écrire un court-métrage. Et je rencontre Nolita. Je pitch à Nolita, je leur fais lire et ils me disent oui tout de suite. Donc j'ai fait ok, super. Et effectivement, je trouve que c'était une bonne chose parce que le court-métrage, on a eu, franchement, attends, je peux le dire, mais je crois qu'on a dû faire une 50aine de sélections. À un moment donné, on avait plus de prix que de sélections parce qu'il a eu à chaque fois un nombre incalculable de prix, beaucoup de prix du public d'ailleurs. Ouais. J'ai gagné au moins 45 prix ou je sais plus. C'est trop bien. Prix, je sais plus. Enfin bon, c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Donc d'un coup, tu vois, je me dis, il y a un petit truc qui se passe avec le film. Et beaucoup de prix du public en plus. Je trouvais ça super parce que le public me dit, en fait, ça nous plaît. Bien sûr. Tu vois, le théâtre, parce que parfois on se dit le théâtre c'est un peu poussiéreux et tout, mais justement, c'est ça que je trouve bien. C'est comme c'est un film sur les préjugés. Je trouve ça super en fait. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû y aller sans trop savoir ce qu'ils allaient voir ou en se disant oh là là mon Dieu, et qui m'ont dit, parce qu'ils m'ont envoyé des messages, mais en fait, super, bravo, merci, c'est génial et tout. Et ça, je trouve ça formidable. Ça, c'est super. Donc je me suis dit, donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Et on rencontre TF1 Studio. Et TF1 Studio, on leur dit, voilà, on aimerait bien le faire le long. Et alors on y va. Et puis voilà, et c'est parti comme ça. C'est comme ça, l'aventure est née et le long a pu se faire et sortir cet été avec entre autres Baptiste Le Caplin et Alison Wheeler. Alison Wheeler, Elisa Erka aussi, voilà. Ouais. Après, il y a Salem, Rudy Mistein, Constance Carlet. T'es content là, donc ça fait quelques mois maintenant que le film est sorti. Avec le recul maintenant, comment tu analyses tout ça? Écoute, je suis assez. Il y a eu une phase un peu difficile après. Il y a eu un petit movie blues aussi, parce que mine de rien, en fait, ça nécessite quand même beaucoup de temps, mais surtout d'énergie mentale aussi, de stress, d'angoisse un peu, même si c'était exceptionnel et que c'était génial, tu vois, tu peux pas t'empêcher de te dire quand même qu'il y a quelque chose qui se joue sur un premier film aussi, tu vois. C'est vrai. Et je suis extrêmement heureux de l'avoir fait. Et il y a eu une petite descente, on va dire, à un moment donné de ok, ça c'est fait. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il y a eu un côté un peu. T'as accompli le truc et maintenant il y a un truc de. Mais bon, tu vois, je crois que là, ça y est, je suis prêt à passer à autre chose aussi. Je suis prêt à travailler sur un autre projet, tu vois, et puis enchaîner sur une autre aventure. Mais écoute, non, mais je suis très heureux en fait. Et je suis assez ému en fait, je t'avoue, je suis très ému parce qu'il y a plein de gens qui m'envoient des messages et je trouve ça tellement super. Je suis trop content en fait parce que je touche en fait un rêve. Le rêve en fait, quand même depuis gamin, c'était de faire en sorte que les gens aient des émotions en fait aussi, tu vois, et que moi j'en ai, et que les gens en aient aussi. Et c'est vrai que des gens qui t'envoient des messages pour te dire merci, bravo, écoutez-nous, on a adoré. Il y a des gens qui m'ont dit on l'a vu 3 fois. Et en fait t'es là et tu te dis, moi mon père était prof de sport et mon père il m'avait toujours dit, tu sais, moi parfois il y a des élèves ils s'en foutent et tout. Et si jamais j'ai sauvé la vie d'un élève, en fait j'ai donné un sens à ma vie en fait, parce que j'aurais peut-être permis à un élève en fait peut-être de lui changer sa vie
plein de raisons, tu vois. Lui, c'était dans le milieu du sport, mais peut-être, tu vois, il parlait beaucoup, parce qu'il était dans une ZEP en plus, donc les enfants n'étaient pas faciles. Et tu vois, même avec ses potes profs, il disait ça, il me disait, mais si nous, on a un ou deux, parce que c'est très ingrat. Bien sûr. Bah, moi, tu vois, s'il y a une ou deux personnes à un moment donné qui me disent, bah voilà, moi, à Avignon, c'était un moment où dans ma vie, il se passait ça, ça et ça, et d'un seul coup, ça a fait écho par rapport à ça, Très modeste, hein. Moi, ça reste un truc populaire. Mais bon, tu vois. C'est incroyable. Ouais. Enfin, de la même manière que moi, il y a des films qui ont changé ma perception. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Au final, toi, quand tu étais petit, tu regardais des films à la télé qui t'ont impressionné, qui t'ont fait grandir. Il y a des gens qui aujourd'hui vont faire la même chose avec tes propres films. C'est fou. Bah ouais, c'est fou. Et ça, c'est vrai qu'à chaque fois, qu'on me dit ça, je me souviens du petit garçon que j'étais. Et je me dis que s'il voyait ça, le petit garçon, il serait vraiment extrêmement ému. Et du coup, je m'émeus moi-même. Bah oui, non, mais tu m'étonnes. C'est un bon petit check au petit Yoann, c'est trop bien. Ouais, c'est un petit check au petit Yoann. C'est trop bien. On va vite fait parler de tes petits films classiques. Je te parlais tout à l'heure des albums classiques. Tu as tes films classiques. Je sais que Jean-Pierre Bacri, Annie Jaoui, c'est des gens qui t'ont beaucoup inspiré. Le goût pour des le autres, film, notamment surtout, pour le film pour Avignon. Ouais, beaucoup. Est-ce que tu as des références, des films classiques comme ça, des films de chevet, tiens? Ouais, j'en ai plein, mais là, ils sont très différents. Ouais, j'imagine. Puis ça dépend des périodes en plus. On va dire que à la période d'adolescence, c'était. Il y a eu tous les films. De toute façon, comme je t'ai dit, c'est une culture très populaire. Donc tous les films des années 80, tous les films américains, les blockbusters des années 90-2000, bon, moi je les ai tous saignés, évidemment, comme tout le monde, tu vois. Chaque année, je me fais la petite trilogie de Retour vers le futur. Bien sûr. Tu vois, donc tout ça, tout ce qui est Star Wars, Seigneur des Anneaux et tout, tu peux être sûr que je mate ça au moins une fois par an. Ok. Voilà. Ouais, les Indiana Jones. Bien. Moi j'adore ça, vraiment les trucs comme ça. C'est ce que tu as découvert quand tu étais petit finalement. Ouais, bien sûr, évidemment. Même maintenant, Little Miss Sunshine, par exemple, c'est vraiment un film de chevet que j'ai découvert plus tard. Les films de Luc Besson, beaucoup aussi. Ouais. Après, dans les classiques, il y a les films de Francis Weber, tu vois, par exemple. Genre La Chèvre, Les Fugitifs. Les cassettes étaient à la maison, donc je regardais ça tout le temps. J'ai découvert après un petit peu plus tard Le Parrain, tu vois, par exemple, les films d'Al Pacino, Scorsese. Je crois que j'aime énormément les films de Spielberg aussi quand j'y pense en fait, parce que voilà, c'est des films multigénérationnels. Je crois que j'aime bien les films multigénérationnels. Oui, ça c'est vrai. Mais ça m'empêche pas aussi d'adorer. Enfin, tu vois, Claude Sauté, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Là, comme ça, c'est pas évident. En fait, tu m'en as sorti plein. Oui, c'est vrai. Mais je sens que tu essaies de trouver celui que. Tu vois, le bon truc. Mais déjà. Non, mais tu vois, par exemple, j'ai revu il y a pas longtemps La Vie est belle. C'est quand même un film incroyable. Je crois que. Je crois que j'aime bien. En fait, il y a plein de choses, quoi. C'est des films en fait qui te font un peu frissonner ou qui te font rire. Qui te touchent. Qui me touchent. En fait, c'est pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a des films qu'on voit plusieurs fois. Tu vois, il y a des films par exemple que j'ai adoré, que j'ai vu une fois, mais j'ai pas forcément envie de les revoir. Mais il y a des films, je sais pas pourquoi, j'ai envie de les revoir pour comprendre, je sais pas, pour essayer parfois comprendre pourquoi ça me plaît. Qu'est-ce qui fait que je suis attaché à ce film-là? Est-ce que c'est vraiment parce que c'est une Madeleine de Proust et que tu les regardes au moment où tu es en pleine croissance et que voilà, et d'un seul coup, c'est imprégné en fait dans ton ADN maintenant parce que t'es. Mais je dis ça, mais je pense que je verrai toujours vos visages. Je pense que c'est un film que j'ai déjà vu 3 fois, je crois. Et je pense que je le reverrai encore. J'allais te dire, parce que je me pose d'ailleurs des fois ces mêmes questions. Est-ce que je l'aime ce film, cette musique parce que ça me rappelle, ça me renvoie à un truc? Et après je me dis, mais est-ce qu'il y a des trucs récents du coup qui me font ça? Tu vois. C'est vrai que c'est un très bon exemple. Ça c'est mon dernier gros coup de cœur. Je crois que c'est celui-là. J'avais demandé s'il y avait des claques cinéma que tu as prises récemment, des films que tu as vus. Ouais, j'ai vu Sirat là il y a pas longtemps. Ouais. Oui. J'ai pas eu l'occasion de le voir, mais c'est assez intéressant. C'est vraiment une expérience. Je sais pas si j'ai aimé ou pas aimé, mais je suis content de l'avoir vu par contre. Je suis content de l'avoir vu au cinéma surtout. C'est vraiment important de voir les films au cinéma. C'est con, hein, mais tu vois, je donne un exemple. Je prends l'exemple de Philippe Lachaud par exemple, parce que Philippe Lachaud c'est pas forcément ma cam. En revanche, moi, quand je regarde les films de Philippe Lachaud, je les vois souvent, par exemple, au Festival de l'Alpe d'Huez. Et en fait, moi, je peux te dire que l'un de mes plus gros fous rires, ça a été en regardant un film de Philippe Lachaud au Festival de l'Alpe d'Huez, parce que là, il y a 800 personnes, que tout le monde n'a qu'une envie, en fait, c'est de se marrer, et tu te tapes des barres de rire, parce que le film, il est calibré pour ça. Et c'est d'ailleurs normal, en fait, qu'il fasse plusieurs millions d'entrées, parce qu'à chaque fois, ce sont des films de comédie que tu as envie de partager avec les gens, en fait. Et c'est vrai que tu regardes le film chez toi, c'est pas la même chose. Et donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir les films au cinéma, parce que d'un seul coup,
ils prennent une autre ampleur, tu vois, que ce soit les comédies ou tu vois, le film comme Sirat. Je pense qu'un film comme Sirat, tu le vois chez toi, je pense que c'est pas la même expérience. Parce que c'est pas le même son, il y a pas tu vois, c'est pas. Alors, sauf si chez toi, tu as un home cinéma. Oui, et encore, je pense. Et encore, en fait, ce qui est intéressant, c'est de le partager avec les gens, même les films d'horreur. Moi, je vais voir les films d'horreur au cinéma, mec, Et encore non, je crois que les films d'horreur, j'aime bien les regarder tout seul aussi chez moi. Tu as un petit là, ça c'est notre ambiance. Une autre ambiance. Peut-être qu'il n'y a que les films d'horreur où tu te dis c'est sympa de les regarder chez toi. Mais bref. Mais tout ça pour dire que là, des claques comme ça, j'en sais rien. Là, je peux pas te dire. Je crois que ça change. Je t'ai dit, ça change en fonction des années. Parfois, c'est des films romantiques. Forrest Gump, par exemple. Je sais pas pourquoi je pense à Forrest Gump d'un seul coup. C'est un film que j'ai vu, je sais pas combien de fois. Ghost. Voilà, Ghost. Ouais. Bon, Ghost. Voilà, à chaque fois que je le vois, je pleure. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est une ref en plus. Pour moi, c'est la romance par excellence. J'aimerais faire un film comme Ghost. Tu vois, un film où tu rigoles, tu pleures, t'as peur. En tout cas, quand j'étais petit, moi, il se passait ça, quoi. Ouais. J'adore quand t'as peur, que tu rigoles, que tu pleures. Un mélange d'émotions, quoi. Ouais, un grand mélange d'émotions. Ouais. Et est-ce qu'il y a un rôle que tu aurais aimé jouer dans un film que tu as vu t'as le choix écoute, le rôle que j'aimerais jouer, je pense qu'on me l'a pas encore écrit. Ouais. C'est pas facile, ça. J'en sais rien. Tu vois pas? Je crois que j'aurais aimé, si j'aurais aimé jouer le rôle de Jean-Pierre Bacri dans Le Goût des autres, je pense. Oui, du coup. Parce que du coup, c'est clairement la ref à Avignon. Ouais. Mais sinon, je crois que si. Tu l'as. Ouais. C'est arrivé. Dis-moi. Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, ok. Ouais. T'aurais aimé... ça reste, c'est d'adaptation, donc ça peut être. Gérard Depardieu l'a fait. Je crois que plus personne n'ose passer au-delà. Moi, ça me dérange pas. Pourquoi pas. En vrai. Non, c'est bon parce qu'on a tellement d'écart en plus de référents. Moi, je l'ai jamais rencontré. Je travaillerai jamais avec lui du coup. Ouais. Alors que c'est quand même quelqu'un qui m'a donné envie. Lui, Patrick Devers, tu vois, c'est quand même des acteurs incroyables. C'est des monstres. Ouais. Ce sont des monstres. Donc, en tout cas, quand j'étais petit, forcément, moi, de ma vision d'enfant, tu vois, c'était des bien sûr. monstrueux que voilà. Clairement. Et du coup, je travaillerai jamais avec lui pour plein de raisons. Déjà parce que effectivement, au niveau de l'éthique, c'est pas terrible. C'est clair. Mais du coup, Cyrano, je crois que Cyrano, pour moi, c'est le plus beau rôle du monde. Ouais. Il y a des gens, tu me parlais de ces gens-là. Il y a des gens que tu as rencontrés là, parce que tu as fait beaucoup de films aussi, des gros films populaires avec des gros acteurs, des actrices. Il y a des films qui. Et si j'ai des actrices et des acteurs qui m'ont mis des claques. Ouais. Et écoute, tu as rencontré avec qui tu as eu la chance de travailler, de bosser. Ouais. Franchement, écoute, même si c'était qu'une journée, mais la journée avec Gilles Lelouch, François Civil et Adèle Exarchopoulos. Sur l'amour ouf, ouais. Franchement, c'était génial parce que oui, moi j'arrive pour une journée, donc c'est pas facile et tout machin. Mais moi j'ai vu 2 personnes, j'ai vu 3 personnes du coup parce qu'il y a Gilles. En fait, la qualité du travail, elle est incroyable en fait. C'est ce qui est formidable, que ce soit avec François Civil ou Adèle, c'est que ils sont là quoi. Ils sont là, ça joue extrêmement bien. Tu sens qu'ils ont bossé leur partition, mais t'as même pas idée. Juste ce truc-là, tu vois, j'arrive, Adèle elle me dit tu veux qu'on se fasse une italienne. Je dis écoute, ouais grave, en plus t'as un petit monologue et tout, donc on fait une italienne. Mais elle le fait, elle fait son monologue en train de fumer sa clope, regarder à droite, à gauche, mais comme si ça lui sortait, comme si on discutait en fait. Okay. Et en fait je l'ai regardé et c'est à la virgule près. Et c'est comme ça, c'est pas genre tu vas le prompteur dans les yeux, tu la vas réfléchir un petit peu, attends qu'est-ce que je dis déjà? Non. C'est tac, et j'ai fait ok, donc c'est une très très grande actrice. Et François Civil, c'est pareil, j'arrive, je fais une petite italienne avec lui, on se marre un peu, parce que je commence à faire un peu le con, il me dit tu vas le faire comme ça, je dis ouais je pense, il me dit ouais très bien. Et en fait c'est des gens, je sais pas, entre les 2 prises, on rigole, on déconne, on parle d'autre chose, tac, action, on fait le truc, et après ça reparle d'autre chose, c'est d'une détente, ils sont là, ils sont pas stressés. En fait, ils sont détendus parce qu'ils ont tellement bossé. C'est des mecs, c'est des gros bosseurs en fait. Donc ils m'ont assez impressionné en fait par leur détente. Et du coup, c'était très très agréable parce que je me suis dit, ok, en fait, on peut aller un peu où on veut. Il y aura toujours quelqu'un. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien. Alors que moi, mes premières fois, tu vois, j'étais pas du tout aussi détendu que ça. Tu vois, le film d'Alain Chabat qui était mon premier film. Ouais, il y a eu beaucoup. Moi, j'avais tout le temps envie de proposer des choses, mais j'allais tout le temps voir Alain en disant ouais je pourrais faire ça. En fait je prenais un peu trop de place sans le savoir, et je me souviens qu'il y avait Pierre Marmet qui m'avait donné un conseil à la fin du tournage. Il m'a dit je peux te donner un conseil? Je dis mais bien sûr. Il m'a dit arrête de dire aux gens je vais faire ci, je vais faire ça, fais-le et puis tu verras. Je dis ouais mais je voulais pas vous mettre dans la merde. Et là il m'a dit mais gars je suis acteur, à quel moment tu vas me mettre dans la merde? Si tu pars quelque part je vais te suivre. Et là mec j'ai pris une leçon, je fais ah bah oui. Donc en fait c'est des mecs comme ça qui ont tellement d'expérience, qui sont détendus en fait dans leur travail, ils n'ont plus rien à prouver, tu vois. Là, j'ai eu pendant franchement cette journée de travail, j'avais juste l'impression d'être dans le kiff, de travailler. J'avais pas envie de prouver quoi que ce soit. J'étais bien en fait, j'étais à ma place. Et Gilles est génial, il te
met dans une super détente. Sa direction d'acteur, elle est très intelligente, c'est très fine, c'est très subtil. Il est hyper sympa. Il est d'une gentillesse, d'une empathie. Franchement, c'était génial. Donc voilà, c'est des gens moi que j'admire. Et parce que en fait, tu te rends compte que sur le plateau, ils sont là, quoi. Ouais, c'est pro, pas, c'est carré. Ouais, c'est pro, c'est carré. Donc en fait, ils méritent, d'être là où ils sont. Parce qu'en fait, ils sont clairement au-dessus à ce niveau-là, quoi. C'est bien de le rappeler parce que des fois, les gens voient, ils se disent oui, bon, c'est facile, mais c'est facile parce qu'il y a un travail immense en amont. Tu vois, moi, l'un des premiers films, Hippocrate, Reda Kateb. Reda Kateb, je le connais pas. Et Reda Kateb, sur le tournage, je trouve que ce qu'il fait, c'est très minimaliste, très machin et tout. Moi, je suis là, je dis, ah ouais. Gros, c'est pas. Je m'attendais, tu vois, à ce que ce soit qu'il en mette un peu plus, tu vois. Ouais. Et après, je regarde le film. Et là, je prends une leçon. Je fais, ah oui, d'accord. En fait, tu crois qu'il fait rien. Et c'est parce que tu crois qu'il fait rien. En fait, il fait tellement de choses que tu ne vois pas, en fait, toi. Et là, tu fais, ah oui, ok. Donc, en fait, gros taf, en fait, derrière. Oui, même après coup, tu même après coup. Ouais. C'est des mecs, voilà, tu les Bien vois. sûr. Il y a plein de gens comme ça que j'aimerais revoir en plus parce que maintenant je suis plus dans un truc de il faut que je fasse ma place. Est-ce que je suis un bon acteur? Est-ce que les gens vont m'aimer? Maintenant je me dis plus rien en fait. Je me dis juste, non en fait je vais travailler et ça va être super. Ouais, tout à fait. Je vais vite te libérer pour pas que tu loupes ton train. Et c'est quoi la suite pour toi, Johan? Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Sur quoi tu bosses? Qu'est-ce que la suite? Je peux me souhaiter d'être heureux. Qu'est-ce que l'avenir? Pas mal. Oui, d'avoir ton train. D'avoir mon train, ouais. D'avoir ton train, c'est déjà pas mal. Parce que là, je vais y aller. D'avoir mon train, d'être heureux, de continuer dans cette lancée, de faire du cinéma, de continuer de bosser. Que ça continue comme ça et plus encore. Que ça continue comme ça, j'espère. Avec la santé avant tout. Et la santé, ouais. Et Victor Hugo disait que les plus belles années sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Écoute, on verra. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Merci, c'est gentil. Merci à toi, Johan. Salut. C'est un plaisir. Salut.